Bienvenue les amis, bienvenue à vous. Amis noctambules, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ensemble pour au moins 1 heure du temps. Installez-vous et on se parle d'un moment à l'autre. Bienvenue les amis, bienvenue à vous tous autant que vous êtes. Voilà, il y a des nouvelles, vous avez deviné. Le président commence à poser ses premiers actes officiels, les amis. Et vous verrez que la patience finit toujours par payer. Le président commence à poser ses premiers actes. On va dérouler le programme. Et les choses vont aller franchement très très vite dès cet instant, les amis. Alors, donc, vous voyez, il ne faut jamais désespérer dans la vie. On va aller domaine par domaine, quartier par quartier, et le président avisera en heure et en temps. Les choses vont se faire, comme je vous ai dit, et on a commencé aujourd'hui. Alors ceux qui me disent de regarder Inbox, vous savez, je passe pas ma vie devant l'ordinateur, il y a des choses beaucoup plus concrètes à faire, on n'est pas dans le monde du virtuel, il faut de temps en temps aller sur le terrain. Là aussi je ne vous reprends pas, soyez sûr que je ne vous ai pas lu, parce que je ne passe pas ma vie devant l'ordinateur, les amis. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de la nuit.
Les amis, bienvenue Amidou Yako, Lucie Koukana, Tamak, Eugénie Dédé, Mokozi Mopao, Mokolo Bilanga, Mahmoud. Le président se porte bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Et comme d'habitude, il nous charge de vous transmettre son salut patriotique et républicain. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd par rapport à ce qui se passe. À ceux qui ont perdu des êtres chers, à ceux qui ont des blessés ou qui sont blessés, le président pense à vous. Et bientôt, il apportera la réponse appropriée, les amis. Alors, il y a quelqu'un qui dit que le mutisme de la communauté internationale. Encore une fois, ces choses ne se font dans les coulisses. C'est pour ça qu'on parle de négociations. Une négociation qui n'a pas de caractère confidentiel cesse d'être une négociation. C'est pour ça qu'il y a des diplomates. C'est pour ça qu'il y a des soldats. Je vous ai parlé de la géostratégie, l'alliance du soldat et du diplomate. Les diplomates interviennent lorsque les hommes ne peuvent, enfin, la guerre intervient lorsque les hommes ne peuvent plus se parler. Alors ils s'impressionnent mutuellement par la force. C'est pour ça que quand je disais que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Celui-là passe la nuit à regarder les étoiles. On salue la compatriote combattante Carmen, qui a commis un excellent livre dont je vous parlerai incessamment. On l'accueille avec grand plaisir. La combattante infatigable, Eleonore Matona, Assar Yomos, Michel Nia. Nous allons très bien, on va bien, compatriote. Alain Carceres, merci de vous enquérir de nos nouvelles. Mais le président, il est déterminé. On salue et on accueille l'ami Guitas. Maître Aliscom, sa maison est bourrée de caméras. Et ces caméras sont chez nous ici. De chez moi, de mon bureau, je peux voir ce qui se passe chez Aliscom. Alors s'ils font la connerie de l'arrêter, vous pensez bien que le président a pensé le pour et le contre avant de la nommer. Je vous avais dit qu'on ne prête pas serment à la légère, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et chaque geste, parce que Chiroma, les gens oublient que c'est un joueur d'échecs, chaque pion qu'il pousse est bien calculé. Donc, ce n'est pas. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, ne vous incitez pas. Parce que là, nous sommes entrés dans la haute politique. Nous sommes entrés dans le grand jeu. Et on ne joue plus au billet maintenant. Maintenant, ça tire à balles réelles, les amis. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler ce soir. On a passé l'étape des billes, des histoires avec des gens comme Elim Bilobé. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien pour s'en sortir de l'école de droit de chacun de s'instruire. Il mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Elle mettait au discours des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui changer la vie.
Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et que les choses se passent bien de votre côté là-bas. Alors nous sommes ensemble les amis pour un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure et on va faire le point. Alors on va faire ça. Oh, le costume ici, on est bien. Alors je m'entendais pas parler tout à l'heure. Qui nous a lâché de cela, les amis. Voilà, les écouteurs nous avaient lâché, mais bon, c'est réglé. Au fur et à mesure, on s'adapte à la technologie, les amis. Olamide, bienvenue. Mobilisation générale, bonsoir. Louis Thiro, bien sûr. Fernando Suez, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Guineg. Alors, les amis, il y a du nouveau. Jordan Techi, Nestor et Florence Sala, on vous accueille. Zraka Sewek, Irene Flore, Francis Bébé. Alors, Francis Bébé, s'il n'est pas aux États-Unis et au Canada. Giovanni, que nous accueillons également. Et Medica, bonsoir. Jules Julius. Marianne Collin. Voilà. Alors, les amis, installez-vous, on est ensemble. Gilbert Didier Moudio, voilà. On est ensemble. Casanova, les amis. Théo. Alors, hier, les amis, on ne s'est pas vu, nous ne nous sommes pas vus hier. Je suis allé au lit aux premières heures de l'aube, très essoré, par des pourparlers. Il faut téléphoner ici, appeler quelqu'un d'autre qui appelle quelqu'un d'autre, on vous revient et vous retournez, etc. Au point où nous en sommes, il faut faire un trait sur les négociations. Sauf événement improbable et donc impossible, sauf événement imprévu et donc improbable, voulais-je dire, les armes vont devoir parler. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quiconque. Je ne veux pas citer de nom, mais les Camerounais se sont exprimés le 12 octobre. Ils ont donné un mandat clair au président élu. Ce mandat, parce que personne n'a demandé à Issa Tiroma d'être candidat. Il a spontanément présenté sa candidature. Il a dit, vous me faites confiance, voilà là où je vais vous mener. Voilà ce que j'ai l'intention de faire pour vous. Je vais être un candidat de transition et de transmission. Mais regardez pas mon passé, regardez là où je vous conduis. Les Camerounais l'ont cru, lui ont donné un large mandat. Mais on ne lui a pas donné ce mandat pour qu'il le vende en échange de 100 milliards de francs CFA. On ne lui a pas donné ce mandat pour qu'il échange contre un poste de Premier ministre, au demeurant coquille vide. On ne lui a pas davantage donné ce mandat, vous ne lui avez pas donné ce mandat pour qu'il échange contre le poste de vice-président, coquille vide. Ça tombe bien, Tiroma, il connaît l'appareil de l'intérieur. Vous lui avez donné un mandat pour qu'il soit votre président, pour qu'il parle en votre nom et qu'il fasse des choses pour vous. Et ce n'est pas pour que des puissances étrangères se mêlent et commencent à dire les choses. Ils sont gentils, ce sont nos partenaires, mais pour le coup, on leur dit merci. On peut se débrouiller tout seul. Donc, je vous annonce de façon solennelle la fin des négociations. Je vous avais dit qu'on menait des négociations et que les seules négociations auxquelles nous étions réceptifs étaient celles consistant pour M. Biya de concéder sa défaite et de s'en aller. Et on allait lui laisser les égards dus à ses anciennes fonctions. Parce que pour nous, Biya n'est plus président depuis le 12 octobre. Nous sommes arrivés au point où on ne peut plus négocier avec quiconque. Donc, sauf événement improbable et donc imprévu, on va devoir s'affronter. Le peuple camerounais a désigné un nouveau président. Ngongo Ferdinand, Chantal Biya, Nathalie Mondiki, Baboke, Atanganji, Samuel Ayolo-Vondo, ils prennent Biya en otage parce qu'ils veulent conserver leur privilège au détriment du peuple camerounais. Ils ont tiré à vue sur les enfants et à balles réelles. C'est une erreur fatale qu'il ne fallait pas faire. Parce que tout ça a été documenté, filmé. On a les noms, les noms et les visages des protagonistes. Mais on leur réglera le cas après. Parce que partout où vous allez, on vous sert cette rengaine selon laquelle le Cameroun n'est pas été parti
au traité de Rome, acte fondateur de la création de la Cour pénale internationale. Mais ils oublient qu'il y a d'autres passerelles. Ils oublient qu'il y a d'autres organisations internationales qui peuvent vous faire rendre l'ordre et qui commencent à demander des comptes. Les Américains se font impatients. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils se font impatients. Et ils vont droit au but. Et s'il y a quelque chose dont Biya a toujours eu horreur, c'est d'avoir à être confronté aux gens de la communauté internationale. Il sait comment Mobutu était leur ami et il sait également comment ils ont lâché Mobutu. Il sait comment Houphouët-Boigny était leur ami, Houphouët-Boigny qui était son idole et son parrain en politique, contre Aïdjo, mais il sait comment ils l'ont lâché. Il sait que les derniers jours, Houphouët est mort dans le chagrin, dans l'amertume, parce qu'on l'a lâché. Il sait comment ils ont lâché son parrain, Aïdjo. Donc, lui, serein, il n'aurait pas fait les choses de cette façon. Mais nous sommes où nous sommes, les choses sont ce qu'elles sont. Le président Chiroma a nommé Maître Alice Combs son porte-parole. Elle peut s'exprimer en son nom. Et elle le fait de très forte manière, de belle manière. Alice Combs, elle connaît Issa Chiroma depuis très longtemps. Elle connaît Issa Chiroma lorsqu'il était presque gamin. Parce que peu de gens, on vous dit partout que Issa Chiroma est des Garois. Mais peu de gens savent qu'il a grandi à Douala, en réalité. Il a eu une bourse pour aller en France, il a passé son bachot, il a fait sa formation de cheminot, il a vécu à Douala, chez son tuteur, El Hadj Hassan Tanko Hassan, qui était le président de la session du bureau de l'UNC, l'homme chez qui on a tenu le congrès constitutif de l'UNDP, mais qui s'appelait alors l'UNDPC. Donc Issa Chiroma Bakary, il est chez lui à Douala. Il connaît Alice Combs depuis ces années. Mais on a voulu peindre Issa Chiroma Bakary comme un sauvage mouton venu du Nord, qui ne connaît pas les choses. Regardez les gens qui l'entourent. Hein. Ce n'est pas essentiellement des nordistes, même s'il y en a aussi. Mais là maintenant, nous sortons le grand jeu. Donc les nominations vont se faire comme cela. Parce que le problème n'est pas les nominations. Je vous ai dit ici l'autre jour que le problème n'est pas de prêter serment. Moi, je peux me mettre dans ma chambre, je prête serment. Est-ce que ça fait de moi le président du Cameroun? Non. Donc, on privilégie l'efficacité à ce qui est aléatoire. À ce qui est aléatoire. Paul Biya sait qu'il n'a pas gagné d'élection. Atanga dit sait que Paul Biya n'a pas gagné d'élection. Ngongo sait que Paul Biya n'a pas gagné d'élection. Les anglophones, nos alliés, d'abord je vous annonce désormais, au Front patriotique camerounais, nous travaillons en symbiose et en synergie avec nos compatriotes d'Ambazonie. Parce que pendant longtemps, on a essayé de les peindre comme des gens infréquentables. Pourtant, ce sont des Camerounais. Quelles fautes ont-ils commis? Ils ont juste fait des revendications. Ils ont juste revendiqué leur droit civique consistant à dire s'ils sont pour ou contre. Ils ont juste exercé leurs droits fondamentaux, inscrits au sein de la Constitution du Cameroun, la loi fondamentale. Ils ont déporté le même raisonnement sur vous. On a commencé à tirer sur les enfants comme on tirait sur des lapins. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voter. Mais ils n'ont pas fait le bon choix. Ils n'ont pas exprimé le bon vote. Alors il faut les punir. C'est une mauvaise race de Camerounais. Ce sont des drogués. À Tangandi, je l'ai entendu employer le mot assaillant. Ce sont les assaillants. Pourquoi? Parce qu'il a une conception du patriotisme à géométrie variante. Si on applaudit Paul Biya, vous êtes des patriotes. Mais si vous remettez Paul Biya en question, vous n'êtes pas des Camerounais. Vous n'êtes pas lucides. Vous êtes des enfants qu'on a manipulés. Ces enfants qui jetaient les pièces, ce ne sont pas des mineurs. Il y a 7 ans, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas voter. Ils n'étaient pas en âge. Parvenus à la majorité, ils se sont dit, nos parents ne savent pas faire les choses. On va leur apprendre à vivre. On va voter. Mais quand ils ont vu qu'on a commencé à donner une autre lecture, Monsieur Jean, vous ne me dites pas ce que j'ai à dire et ce que je n'ai pas à dire. Vous êtes Camerounais comme moi. Si vous avez une autre façon de vous battre, faites-le. Mais ici, vous êtes sur ma page. Et moi, je suis Camerounais. Et voilà. Et j'ai créé une organisation dont le but est de chasser Biya par force. Et donc, je dis avec qui je travaille.
les Ambazoniens, on ne doit pas avoir honte d'eux, ce sont des Camerounais. Je ne sais pas quelle idée vous vous en faites, mais moi je suis fier de dire que nous on travaille avec eux. Je parle en mon nom, ce qui ne vous associe pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dessous, de vous joindre à cet attelage. C'est comme les gens qui nous disaient à l'époque où je supportais, que je supporte toujours, oui, tu es un gars du Nord, pourquoi tu marches avec ces gens-là, les Bamileke? Je leur ai dit, mais ce sont mes compatriotes. Ce n'est pas honteux d'être ami aux Bamileke, de marcher avec des Bamileke et de parler le Bamileke. Non. Alors, il y a quelqu'un dont je vais me débarrasser tout de suite. Voilà. Un sardinat qui s'est retrouvé ici, qui s'est égaré là. Alors, on va regarder cette traduite, les amis. Faites une patience. Voilà. Alors, on va voir comment son nom est là. Voilà, heureusement. On peut retrouver ça. Alors, arrêtez, qui a dit ça? Emmanuel Abota. Donc, on va le bloquer. Voilà. C'est bon. Donc, les Sardinats, ici, c'est pas chez vous. Marianne Kola qui dit que nous ne voulons pas d'intervention militaire américaine. Non, ça ne se fera pas, Marianne Kola, ça ne se fera pas du tout. Et vous avez raison d'ailleurs de le dire. Personne ne veut cela, justement, parce que les Camerounais sont suffisamment grands pour s'occuper de leurs affaires. Voilà, très bien. Donc c'est réglé. Donc chaque fois que je vois un sardinat, je m'en débarrasse. On n'en a pas besoin. Donc ne permettez pas qu'on vous divise. Qu'on vous dise, voilà, toi tu es différent des Bamileke, ne marche pas avec. Ce sont nos compatriotes. On ne doit pas avoir honte des Ambazoniens. L'Ambazonie, c'est une région du Cameroun. Je vous signale. Ces gens ont fait des efforts pour rester en République. Mais on les a traités comme on les a traités. Et nous, les gens du Grand Nord, nous sommes dans la même logique. S'il n'y a pas de solution, on va couper le pays en deux. Et c'est ce que les anglophones ont fait. Et d'autres personnes au Cameroun devaient réfléchir à le faire. Parce que le Cameroun n'appartient à personne. Personne n'est plus camerounais qu'un autre. Alors si vous estimez que vous avez bloqué Yaoundé, mais on va vous laisser Yaoundé. Et chacun va rester chez lui. Paul Biya sera président de Vomeka. Et chacun restera chez lui. Si c'est ce que vous voulez. Parce qu'on ne peut pas organiser une élection transparente, inclusive. On désigne un candidat, vous dites non, c'est pas acceptable. Salut mon frère Pitambi, un fier ambazonien. Donc, on peut quand même dire que nous travaillons avec nos compatriotes. Qu'est-ce qu'il y a de honteux à cela? Ne sont-ils pas des Camerounais? Ce n'est pas là-bas que vous exploitez le pétrole. Le pétrole que vous volez, ce n'est pas là-bas chez eux. Ce sont des Camerounais, des Ambazoniens. Et nous travaillons ensemble. Parce que si vous voulez faire ce que vous faites là, vous tuez les Camerounais, mais on va s'allier pour résister. Ça s'appelle la légitime défense. On va pas. Même il y a des dispositions des conventions internationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme. On reconnaît à un être humain le droit de se défendre. Même la Constitution camerounaise, la légitime défense. Si vous allez tuer quelqu'un, on va vous punir pour cela. Mais vous ne pouvez pas rester les bras croisés et attendre qu'on vous tire dessus comme un lapin. Vous avez le droit de vous défendre. Et ça s'appelle la légitime défense. Il ne se passe pas un jour sans que je reçoive des messages des familles du Grand Nord. On a enlevé 1000 enfants par ici, on en a enlevé 500 autres de l'autre côté, des enfants qui disparaissent. Ceux qui étaient enfermés dans un conteneur à Garoua sont tous morts. Et vous voulez qu'on reste les bras croisés et qu'on vienne nous éliminer tous et qu'on ne dise rien? Mais ça va pas vous passer, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Donc, le président a donné un délai de 48 heures d'ultimatum. Ce délai est passé. Ils n'ont pas réagi. Donc, nous considérons qu'ils ont pris acte et nous passons à la phase suivante. On déclenche la légitime défense sur tout le territoire. Mais nous, au Grand Nord, on dit c'est fini. Vous restez chez vous. On ne peut pas rester. Il y a des mamans qui nous écrivent et disent, mais voilà, vous êtes allés à l'école, on est en train de tuer vos frères, on est en train de tuer nos enfants, et vous ne faites rien.
On salue le frère Stéphane Guy. Kwadji me demande comment sortir de cet enfer. C'est simple, Kwadji. Toi, tu es du côté d'Ambazonia. Rejoignez-nous, ou on va travailler ensemble. On va travailler ensemble et on va chasser ces gens qui veulent tous nous tuer. Regardez les massacres, les génocides qui sont commis dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Nous, on a de la famille là-bas. On a de la famille à Kumba, on a de la famille à Motengene. J'ai des cousins, j'ai des tantes qui se sont mariées là-bas, avec des gens de là-bas. Donc j'ai des cousins qui sont en partie de cette zone. Quand le Cameroun était le Cameroun. On a de la famille à Santa, on a de la famille à Ndop, à Kambé, à So. Ils ont commis des massacres là-bas. Et c'est la même chose, c'est ce qu'ils savent faire. Ils ont convoqué le jeune député, je vais vous jouer la vidéo tout à l'heure, le jeune maire, Espoir. Pourquoi? Parce qu'il a donné son point de vue. Chaque fois que quelqu'un s'exprime, vous allez l'intimider. Vous êtes plus Camerounais que qui? Ce soir, on nous apprend que le domicile de Maître Alice Gomme est encerclé. Parce que le président l'a désigné porte-parole. Il ne faut rien faire qui entérine l'expression de la victoire de Tchiroba. Mais ça, ce sont des méthodes coloniales. C'est comme ça que les colons ont traité les gens de l'UPC. Vous avez quelques individus, quelques petits bandits, ils ne sont même pas 20. Les gens qui nous prennent en otage. À Tanganji, qui ne peut pas aller chez lui là-bas, je ne sais pas si c'est Santa ou où, il a entamé un chantier pour bâtir une cité universitaire estimée à 16 millions d'euros. Mais il ne va pas quitter. Et ça, je vous avais dit. Il ne va pas quitter. Donc maintenant, ils ne vont pas quitter d'eux-mêmes. Ils sont assis sur des privilèges. Chantal Biya, elle ne sait rien faire d'autre que de rester là. Mais parce que les autres années, nous avons laissé faire. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas laisser. Rappelez-vous ce que je vous disais. Je ne vous ai pas dit qu'on allait appuyer un bouton et que ça allait sauter. Je vous ai dit, préparez-vous. Préparez-vous. Si on a la chance, ça va durer 2 ans. Si on n'a pas la chance, ça va durer plus. Je vous avais dit, on va les empêcher de gouverner. On va rendre le Cameroun ingouvernable. C'est tout ce que j'avais dit. Et je vous avais dit, ça va être difficile pour tout le monde. Et pour eux et pour nous. Pas de présomption. Mais c'est tellement nécessaire. Il faut trancher le nœud gordien. Il faut amputer la jambe qui est gangrenée de cancer pour sauver le reste du corps. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc, qui ne pensent pas qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait les autres années, à Tanganji, aller au nord, distribuer 400 millions. J'ai dit à ces gens, à nos parents, prenez, c'est l'argent du Cameroun. Si vous donnez des milliards, prenez, bouffez. Mais ça ne va pas les tirer d'affaire. Ça ne va pas du tout les tirer d'affaire. Parce que je vois votre détermination. Vous êtes ici, nous sommes moins de 1000. Mais en dehors de ces cercles, les Camerounais auxquels nous parlons, les Camerounais qui sont au pays, y compris qui sont dans les forces armées, qui sont dans l'administration, dans les douanes, rien ne va. Rien, absolument rien ne va. À l'époque, quand on allait en zone anglophone, c'est étant au Cameroun, quand vous allez en zone anglophone, c'est comme si vous alliez en Europe. Le système éducatif, la propriété des uniformes des enfants, le maintien hygiénique de la ville. Mais les francophones sont encore allés foutre le bordel là-bas. Non seulement ils avaient un système où ils discriminaient les anglophones dans nos universités, maintenant que les anglophones ont fait un système là-bas, ils vont encore. Vous allez dans les villes anglophones au Cameroun, la plupart des gens qui sont dans les universités à Boya un peu partout, ce sont les enfants de ces gens-là. On va vous laisser Yaoundé. Vous restez à Yaoundé, mais moi je dis aux gens du Nord qui font les oignons, il n'y a pas un seul oignon qui doit partir du Nord pour là-bas. Je dis à mes frères de l'Ouest, pas de tomates, pas de légumes pour Yaoundé. Qu'ils continuent à acheter à Brazzaville qu'ils font, comme ils font. Martin Sopo, there's if you see a blue line just in front of you or in front of me, there is a paper address on it, so you can look it up. Donc nous avons atteint, je vous avais parlé de résilience et de stoïcisme. Il faut être résilient. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre que ce que nous avons connu en 43 ans? Il n'y a pas une seule famille au Cameroun dans laquelle on ne trouve un enfant parti en exil.
dans laquelle on trouve des enfants morts dans le désert libyen, à la recherche d'une meilleure vie, alors qu'ils ont un pays béni de Dieu. Donc, on a des gens qui prennent notre pays en otage, qui confisquent tout, absolument tout, qui ont bâti là-bas des fortunes indécentes, des fortunes colossales, en face de la misère la plus abjecte. Ngongo, dans son village perdu en brousse, il a fait un palace de 5 milliards de francs CFA. Baboké, nous avons les papiers, nous avons les chiffres, a fait un palais de 8 milliards perdu en brousse chez lui là-bas. Mais pendant ce temps, ils ont en face d'eux la misère la plus abjecte. Il y a des parents qui vont au lit ce soir, au moment où je vous parle, n'ayant pas mangé et ne sachant pas quoi manger ou donner à leurs enfants demain. On vous parle des institutions, des gros mots creux. La légalité républicaine. Est-ce qu'on vit en République? On vous parle du maintien de la paix. Il faut rester pour la paix. Mais quelle paix? Quelle paix? Vous pouvez vivre en paix si vous n'avez pas d'électricité. On a vivre sans eau. On salue Marie Abiba, bienvenue. Zach Sali. Vous parlez de Rubio. Mais on a donné. Je ne vais pas dévoiler ça ici, mais vous êtes au courant. Vous me posez une question rhétorique, c'est-à-dire une question à laquelle vous avez la réponse. Les Américains savent ce qui parce qu'on a présenté tous les preuves. Donc on ne va pas laisser les gens au pouvoir parce qu'ils nous menacent avec des armes. Calmement, c'est en cela qu'on avait accepté de prendre part des négociations pour défendre notre cas, montrer calmement avec la logique que voilà les résultats. Le président Chiroma a joué tactique et il a privilégié les 18 localités les plus importantes où ça se joue. On a des résultats recueillis en temps réel qu'on a remis aux gens de la communauté internationale. Ce sont nos partenaires, on ne vit pas seul. Il faut tenir compte du point de vue des autres, sans renoncer sur l'essentiel. On leur a dit, voilà ce qu'eux ils présentent. Pour faire, en guise de bonne foi, le président a dit, je suis disposé que si le régime de Yaoundé accepte une commission ad hoc, qu'on fasse on enquête sur ce qui s'est passé, les résultats, qu'on fasse un audit, mais ils ne veulent pas. Mais nous on leur a remis ce qu'on avait et qu'ils vérifient l'authenticité. Et les trucs que Elekame allait compiler à la va-vite, ça ne donne pas. Vous ne pouvez pas avoir dans un bureau de vote 5000 inscrits avec 20 000 votants, 30 000 votants billard. Parce que pour tricher, il faut s'organiser. Il faudrait qu'il y ait la cohérence dans ce que vous faites. Je veux bien vous donner de l'argent. Je vous donne 500 francs CFA d'aller faire des courses et vous faites des courses pour 1200. Moi, je vous ai donné 500 francs. Ça veut dire que la différence ne vient pas de moi. Donc, le président camerounais sait à quoi s'en tenir. Nos amis de la communauté internationale ont le dossier en temps réel. On dit, voilà les éléments, vérifier que le pouvoir camerounais accepte un audit indépendant auquel ne sera pas associé le président Chiroma. Il leur a dit, si au terme de cela, vous nous apportez la preuve qu'eux ont les bons chiffres, on va s'incliner. C'est le principe d'une élection. Mais on ne peut pas accepter la forfaiture sans se défendre. Il y a des gens qui ont voté. Il y a des bulletins. Vous avez pris 2 semaines pour tricher et inverser les résultats. On ne peut pas l'accepter. Donc le but, parce que vous ne pouvez pas aller Marianne Kola. Non, nous ne comptons pas sur eux. Je vais vous expliquer Marianne Kola. Vous allez me dire, mais pourquoi aller parler avec eux? Mais vous parlez avec eux parce que nous sommes sous un ordre mondial. Sous un ordre mondial. C'est ça. C'est ce genre de choses qu'on doit enseigner dans les écoles au Cameroun. S'il y a changement, voilà ce que nous proposons d'enseigner aux enfants. Diplôme ou pas diplôme. Mais il faut connaître ses droits pour les revendiquer. Il faudrait que le citoyen camerounais soit formé. C'est ce que disait Oumiobo. Voilà. Nous sommes dans un ordre mondial. Un ordre mondial nouveau, même s'il date de 80 ans.
Parce que les États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'étaient pas la première puissance mondiale. Vous savez que quand il y a une guerre, quand il y a un ordre qui s'écroule, il y a un autre ordre qui redonne sur les centres de celui-là. Et il impose ses lois. Donc les États-Unis, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient privilégiés parce qu'il n'y a pas eu de guerre en Amérique. La guerre s'est faite en Europe et accessoirement avec le Japon qui était allié, etc. Donc les États-Unis, géographiquement, ont été épargnés. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, ils s'érigent comme nouvel ordre, tenant du nouvel ordre mondial. On va vous dire qu'ils ont aidé les pays européens à se reconstruire, notamment avec le plan Marshall. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au passage, ils se sont enrichis. Ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Ils ont, je vous ai dit, imposé un franc, battu un franc français depuis les États-Unis, sorte de franc CFA à l'envers, dont les Français n'ont pas voulu. Parce que la guerre est un business, on va dire, sanguin, qui donne la mort, mais la guerre, c'est un bon business. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent pendant la guerre. Donc les États-Unis ont émergé au sorti de la Deuxième Guerre comme nouvelle puissance mondiale, tenant du nouvel ordre mondial, avec les institutions qui vont avec, et à leur faveur. Je vous signale qu'avant l'Organisation des Nations Unies, il y avait quelque chose qui s'appelait la SDN, Société des Nations, à laquelle ne faisaient pas partie les Américains. Même si c'est à la faveur d'une réunion convoquée par eux que la Société des Nations a vu le jour. Les Américains n'en faisaient pas partie, ils ont tout fait pour le saboter. Lorsque l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, les Nations Unies n'existaient pas, c'est la Société des Nations Unies. La Société des Nations, pardon. The League of Nations en anglais. Donc, c'est eux qui ont la tutelle du Cameroun. C'est eux qui administrent le Cameroun. Les Nations Unies vont voir le jour en 1946. Donc, les Nations Unies voient le jour sur les centres de la Société des Nations. Mais quand on dit les Nations Unies, avec leurs institutions, vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le bras armé, vous avez le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, BIT, Bureau international du travail, UNICEF, UNESCO, FAO, Food and Agriculture Organization, ce qu'on appelle le Programme mondial alimentaire mondial. Donc vous avez tous ces ensembles, ce qu'on appelle les institutions des Nations Unies. La Cour internationale de justice, à quoi j'avais ajouté les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais le Fonds monétaire international, c'est lui qui, on va dire que c'est le gendarme de la finance mondiale, pour éviter les désordres financiers susceptibles de déstabiliser l'économie. Parce que vous pouvez provoquer une guerre au moyen de la déstabilisation de l'économie. Vous avez entendu parler du jeudi noir, 1929. La psychose. Aucun bâtiment n'est tombé. Donc, l'essentiel de mon discours consiste à dire les États-Unis viennent et ils viennent avec un ordre qui paraît neutre, mais qui est à leur botte. Je ne vais pas vous refaire ici la rengaine, l'ancienne, je ne vais pas refaire ça ici, pour dire que l'histoire s'est créée par les vainqueurs. Donc quand on dit communauté internationale, ça ne veut rien dire. C'est une notion vague qui est creuse. Mais en relation internationale stricte, communauté internationale, ça ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas de communauté internationale. Vous avez des puissances et vous avez leurs valets. Rapport de force. Quand on vous dit on a signé un truc sur l'Afrique, une résolution sur l'Afrique, c'est la France qui rédige le draft pour ce qui concerne ses anciens territoires. Et les autres pays viennent dans le sillage. Bon, vous êtes nés après la guerre froide, donc vous n'en voyez pas l'impact, mais nous, qui étions adolescents sous la guerre froide, il y avait le fait que les grandes puissances, il y avait l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis avaient leur bloc, et le bloc de l'Est, l'Union soviétique, avait les pays satellites, ce qu'on appelle les pays signataires du pacte de Varsovie, et de l'autre côté ceux qui étaient sous le parapluie de l'OTAN. Donc c'était divisé, c'était net. Maintenant, depuis que le mur de Berlin a disparu, depuis que le communisme s'est effondré, la lisibilité n'est pas claire.
Sauf quand on lit entre les lignes. Parce que la guerre, c'était une question d'idéologie. Il y avait des gens qui étaient à droite, il y avait des gens qui étaient à gauche, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les tenants du marché libre, la libre entreprise, autrement dit capitaliste, et tout de suite après on dit impérialiste, et ensuite on avait les gens qui étaient de gauche, l'Union soviétique, ce qu'on appelle les progressistes, communistes si vous voulez. Mais depuis la fin du communisme, depuis la chute du mur de Berlin, on se retrouve, on est parti de la question idéologique, c'est-à-dire droite et gauche, on est parti de là pour un repli identitaire, mais avec comme pour identité idéologie la religion. La religion d'un côté, si vous prenez l'islam, qui n'est pas une religion, les trois religions monothéistes, c'est-à-dire les religions qui ont pour un Dieu unique, le judaïsme, le christianisme et l'islam. De ces trois religions monothéistes, l'islam est la seule religion qui traite des questions spirituelles et des questions temporelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et l'Église. Chose que les gens ont connue en France en 1905. On en parlera une autre fois. Mais ayant dit cela, les États-Unis, parce que quand vous êtes tenant d'un ordre mondial, vous avez peur qu'on vous prenne votre place. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises, je vous ai parlé de la doctrine Monroe, du nom de James Monroe, le 5e président des États-Unis, qui disait on ne va pas se mêler des choses qui ne nous regardent pas, on va faire l'isolationnisme. À un moment, ils se sont dit on ne peut pas faire ça, parce que si on permet que les gens viennent se bagarrer à nos portes, c'est mieux d'aller les attaquer là-bas. S'il y a une menace à Bamako susceptible d'inquiéter les intérêts américains, on va à Bamako tuer ça dans l'œuf. Donc on sort de l'isolationnisme. Fin de la doctrine Monroe. Ils étaient sortis avant cela à 2 reprises, Cuba, pour chasser les Espagnols. Une deuxième fois, c'était les Philippines, toujours pour chasser les Espagnols, qui avaient colonisé ces 2 endroits. Et il y avait le président Nixon, notamment pour le Cameroun, qui disait qu'il ne veut pas des gens qui possèdent des colonies. Donc quand il y a un nouvel ordre mondial, parce que quelqu'un parle de la communauté internationale, ça n'existe pas. Ce sont des blocs qui existent. Mais vous avez des gens qui entraînent les autres dans le sillage parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. Prenez le cas de la Deuxième Guerre d'Irak. Les États-Unis veulent se servir de l'ONU pour montrer que ce n'est pas quelque chose de décidé par les États-Unis. Mais Jacques Chirac fait la maladresse de donner une interview 2-3 jours avant le vote à l'ONU et il dit la France votera non. Les Américains disent bon, on va se passer du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que si Chirac leur avait tendu le piège et n'avait rien dit et attendait le moment du vote, la France voterait non, même si elle était seule. Le vote d'un des membres a qualité de veto. Les Américains ont dit bon, si c'est ça, on va se passer de l'ONU. On va y aller, on va constituer une coalition de pays pour aller attaquer l'Irak. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de communauté internationale. Il y a des pays qui sont plus forts que les autres. C'est pour ça que je me tue à vous parler souvent de rapports de force qui sont plus forts que les autres et qui disent mais on va y aller. Si vous n'y allez pas, ça va vous coûter cher. Voilà, imaginez ce que la France a dû subir pour avoir dit non. Vous n'êtes pas allé en Irak. Donc quand on dit communauté internationale, il faut plutôt, je ne vais pas dire association de malfaiteurs, ce serait discutoire, mais c'est tout comme. On va dire une communauté d'intérêt. Parce que ce qui se passe au Cameroun, je dis à celui qui me parle de la communauté internationale, ce qui se passe au Cameroun, ça les intéresse pas sur le strict point de la démocratie, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. C'est la stabilité. Pas la stabilité du Cameroun, ça encore ils s'en foutent. La stabilité de leurs intérêts. Le Cameroun, pays à l'intersection du golfe de Guinée, fait frontière avec le géant d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, où les Américains ont beaucoup d'intérêt, où on découvre pas mal de pétrole ces derniers temps, on découvre du pétrole du côté du lac Tchad là-bas, le Cameroun n'est pas loin du Congo, Gabon, etc. Et si le verrou du Cameroun venait à sauter, ça ferait beaucoup de mal, ça déstabiliserait pas mal de choses. Bon, c'est pas parce qu'ils aiment les Camerounais, ou bien qu'ils se soucient des intérêts du Cameroun, ils s'en foutent complètement.
ceux qui regardent, est-ce que Chiroma va faire alliance avec l'ours russe? Est-ce qu'il est hostile à leurs intérêts? Est-ce que c'est business as usual? Parce que l'économie camerounaise, la plupart du temps, on accuse les Américains. Mais si vous faites une étude froide, l'économie camerounaise, à 56%, est gérée par des intérêts français. J'ai dit 56% parce que je vais rester modeste. Ça peut être beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas une affaire de démocratie. C'est une affaire d'intérêt. Est-ce que la France gagne? Est-ce que les États-Unis gagnent? Est-ce que la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, on ne tient pas compte de ça. Les Camerounais s'imposent, comme ça s'est fait au Mali, comme ça s'est fait ailleurs, et ils vont prendre acte. Parce que le contexte international a évolué. Alors, on va ranger chez nos amis le TikTok. Voilà. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, vous me dites? Mais, dès cet instant, nous nous considérons comme étant en guerre. Parce que ce que Atangandji cherche à faire, et c'est cite partout, c'est pour installer la routine habituelle. Quand vous regardez les chaînes de télévision camerounaises qui sont guidées par le pouvoir, il ne faut pas remettre en question la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut pas remettre en question les magouilles de l'ECAM, dont les Camerounais, soit vous vous taisez, soit vous l'ouvrez et vous disparaissez la nuit. Mais on ne peut pas accepter ça. Donc, vous qui me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister par tous les moyens. Et je ne vais pas les dire ici. Parce que quand on donne cette stratégie à l'adversaire, c'est qu'on est stupide. On va résister jusqu'au dernier, avec des moyens qui sont les nôtres. C'est ce que le président appelle la légitime défense. Paul Biya est un putschiste. Il se maintient au pouvoir de façon indue, mais au moyen de la force illégale, avec l'argent des Camerounais. Donc pour nous, Biya n'est plus président. Il est à la tête d'un clan de mafieux qui ont pris notre pays en otage. Et on cherche à les déloger. Comme ça s'est fait ailleurs. On va passer le temps à réfléchir de comment les déloger. Vous qui parlez, je ne sais pas quelle stratégie vous conseillez. J'aimerais vous voir à l'œuvre. Vous proposez que Chiroma fasse quoi? Qu'il se fasse arrêter et que vous défiliez tous les jours pour dire libérer Chiroma? Ça passe pas comme ça. Chacun a sa stratégie. Alors si vous avez la vôtre, déployez-la et on va vous suivre. Vous êtes Camerounais. Chiroma, il n'a pas le monopole, le monopole de la nationalité camerounaise. Je vous ai à plusieurs reprises dit que Chiroma a une seule voix, la sienne. Voilà. Donc si vous savez mieux que lui quoi faire, mais apportez votre contribution. Vous ne restez pas derrière avec un nom d'emprunt et puis vous balancez des choses. Vous venez, vous dites voilà, voilà ma contribution, voilà ce que je compte faire. Parce que nous recevons des actes de candidature tous les jours. Il y a des jeunes qui nous écrivent, qui disent voilà, nous sommes prêts. Chaque jour, nous recevons des milliers et on les envoie à qui de droit? Ce sont des jeunes. On les envoie, on regarde que ce n'est pas des espions, on les envoie vers des professionnels et ça se fait. Voilà. On ne va pas accepter. Nous sommes en situation de résistance. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ces gens vont partir. On va s'asseoir entre Camerounais, patriotes, et discuter de la forme de l'État, mettre les règles du jeu, renforcer les institutions transparentes et consensuelles. Donc, l'ultimatum est passé. Maintenant, nous considérons qu'ils n'ont pas tenu compte de cela. Nous en prenons acte et nous passons à la phase d'après. Et on ne leur dira pas laquelle. Vous savez, si vous m'insultez, vous me donnez un coup de poing. Maintenant, je vais vous répondre. Mais l'initiative de la réponse m'appartient.
je ne vais pas vous demander la permission. Peut-être que vous me tapez à l'œil. Nous sommes dans une salle. Je peux vous répondre là. Ou je peux vous attendre dehors. Ou alors, demain matin, je viendrai chez vous. Mais c'est à moi et à moi seul qu'appartient cette initiative. Vous m'avez tapé. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Peut-être que je n'en ferai rien. Mais toujours est-il que vous n'allez pas dormir. Mais je vous dirai pas ce que je vais vous faire. Peut-être même que je ferai rien. Et je vous dirai pas ce que je ferai. Donc nous sommes dans cet état. Ils ont triché les élections. Ils ont tiré sur les enfants. Et maintenant, l'initiative de la réaction nous appartient. C'est nous et nous seuls qui allons décider de quand et de comment leur retourner la balle. Parce que les élections sont finies. La campagne électorale est derrière nous. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Chacun, dans son coin, va jouer un rôle. Vous n'avez pas besoin d'être militaire. Parce que ces gens qui tirent sur nos enfants sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Donc, quand vous avez de la possibilité de leur faire quelque chose, faites-le. Vous le faites au nom du Cameroun. Il faut qu'il soit inconfortable. C'est pour ça que nous avons dit, nous allons rendre ce pays ingouvernable. Ils doivent être inconfortables. Les gens chez moi au Grand Nord qui collectent les impôts, ces impôts ne doivent pas sortir du Grand Nord. Le Grand Nord ne doit pas payer des impôts allant à Yaoundé. Si on paye des impôts au Grand Nord, ces impôts doivent rester là. Mes amis du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je vous dis de faire la même chose. On ne paye pas d'impôts à Bamenda ou à Kumba ou à Boya, à Manfred pour que ça reparte à Yaoundé. Mes amis de Douala, vous faites pareil. Mes amis de l'Ouest, que s'il y a un 5 francs qui est en train de collecter par des agents d'impôts chez vous, cet argent est à vous. Vous payez des impôts pourquoi? Vous n'avez pas de prestations. Vous allez à l'hôpital, on ne vous soigne pas. On vous y achève. Pourquoi payez-vous des impôts? Vos routes sont en quels états? Les états piteux états. Félix Mbaga, voilà la question que vous me posez. Vous pensez que je vais vous répondre? Vous me dites quelle serait la goutte de trop pour avoir une réaction de l'armée loyaliste. Ben, il suffit que je vous réponde pour que l'adversaire sache quoi faire. Nous avons des éléments du Front patriotique camerounais au sein des forces régulières. Ce qu'on peut appeler les forces régulières, mais je vais... Les forces régulières, oui. Les questions de stratégie, je ne vais pas en discuter avec vous. Les gens qui s'en occupent, moi-même je ne suis pas un militaire, mais les gens dont c'est le métier, des gens qui ont l'expertise de ces questions, s'en occupent. On a réglé le volet politique. Le volet politique a été réglé et soldé, 1, par l'élection, 2, par les négociations qui n'ont pas abouti. Donc le reste ne dépend plus de nous. On a dit ultimatum, ils ont balayé ça d'un revers de main. Donc, nous considérons qu'ils ont acté ce qui va arriver. Yes, Jackie Ngalim, yes. Et j'ai dit à mes frères d'Ambazonia qu'on travaille ensemble. N'oubliez pas la promesse que vous a faite le président. Dès le premier jour de son magistère officiel, il libère tous les prisonniers politiques. Ensuite, il s'assoit avec vous pour discuter du retour du fédéralisme. Ce n'est pas si, it's not a question of if, it's when. C'est quand. Donc, c'est à qui que le fédéralisme reviendra. Le fédéralisme comme il était en 61, parce que j'entends les francophones dire oui, pourquoi seulement les anglophones? Mais le fédéralisme c'était avec les anglophones. C'était pas avec les gens de Bafoussam ou bien Fumban ou bien de Yoko, c'était avec les anglophones. Pourquoi avec les anglophones? Il faut toujours se rappeler des fondamentaux de l'histoire. C'est pour ça que Hegel disait que l'histoire était le lieu du déploiement de la raison universelle. Car l'histoire a un cours, l'histoire a un fil conducteur. Les mêmes causes reproduisent inexorablement les mêmes effets.
Ça a commencé avec les anglophones. Ils ont eu leur autonomie interne en 1953 ou 54. Longtemps avant les francophones qui ont eu la leur en 57. Ils avaient leurs États. Ils avaient un parlement. Ils avaient un aéroport. Ils avaient une centrale électrique. Ils avaient des banques. Bon, c'est tout un État qui s'est déplacé pour venir vers les francophones. Et puis ils avaient le choix. Parce que la question qui leur a été posée, c'était pas, comme j'entends ici et là, ce n'était pas un référendum, c'était un plébiscite. Parce que les Anglais leur ont fait le mauvais cœur. Idéalement, on devait leur donner la possibilité de créer leur État à eux. Ils étaient déjà en situation d'autonomie interne. Et le droit international leur reconnaissait ces droits, et même aujourd'hui, ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination. Le principe pour chaque peuple de définir son destin. Moi, si je vais aller à l'école et je vais être menuisier, vous voulez que je sois d'ailleurs. C'est pas votre vie, c'est la mienne. Donc si j'ai envie d'être un menuisier, laissez-moi être un menuisier. Si vous voulez faire la couture, faites-le. Mais ne m'imposez pas. Et c'est ce qu'on a fait aux anglophones. On leur a dénié un droit fondamental qui est celui reconnu à tous les peuples, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. C'est pour ça qu'il y a Albert Moncon qui a écrit les Case for the Southern Cameroon. There is a case for the Southern Cameroon. Parce qu'on a menti aux anglophones. Donc, quand les gens disent oui, on ne va pas seulement faire le fédéralisme, il faut retourner au fédéralisme parce que nous sommes partis de là. S'il n'y avait pas le projet fédéraliste, les anglophones ne seraient pas avec nous. Parce qu'on leur a demandé, est-ce que vous voulez accéder à l'indépendance en vous joignant au Nigeria déjà indépendant depuis octobre 1960, ou alors en vous joignant avec la République du Cameroun, parce que c'est comme ça que ça s'appelait le Cameroun oriental, autrement dit francophone. Est-ce que vous voulez vous joindre, etc. Mais on ne leur a pas donné l'option de l'autodétermination. Donc, c'est pour ça que le président Jérôme, qui connaît l'histoire, dit on va revenir au fédéralisme intégral tel que défini dans l'esprit de la lettre des accords de Fouman. Ensuite, il ne faut pas confondre le fédéralisme et ce qu'on appelle la décentralisation. Ce n'est pas la même chose. Même si en sciences politiques, ça peut s'y apparenter. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Salut Nathalie Blue qui fait la garde de nuit. On peut, après qu'on ait fait le fédéralisme, retourner au drapeau qui est dans le nord avec 2 étoiles frappées sur la bande verte, symbolisant 2 États. Mais maintenant, à l'intérieur de la partie francophone, on peut faire ce que les Anglais appellent devolution, sorte de décentralisation. Et c'est ce que Biya ne veut pas. Parce qu'il gère entre ses seules mains, chaque année, 8 000 milliards de francs CFA. C'est ce pactole. C'est de ce pactole qu'il ne veut pas se séparer. Il bloque cet argent et il gère ça comme le patrimoine de son père. Salut Sophie Dango Messi. Brigitte Benoît que je pense à lui. Mais il n'a pas le droit. Cet argent, c'est l'argent des Camerounais. Pendant que les Camerounais meurent de faim, ils payent. Vous lisez un rapport du département d'État américain. On dit Paul Biya ne fait pas la différence entre son argent personnel, son argent de poche et l'argent du Cameroun. Et je continue la citation. Il se balade avec des valises bourrées de cash pour faire le plein du kérosène de ses avions. Voilà pourquoi il ne veut pas lâcher le pouvoir. Parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Et Chantal ne veut pas s'en aller. Elle négocie. Même si le vieux va mourir. Première dame un jour, première dame toujours. Elle restera la femme d'un Congo. Et à ce titre, elle continuera d'être première dame. Mais allez faire ça ailleurs. Le Cameroun ne vous appartient pas à vous tout seul. Donc, vous m'assaillez des questions la semaine dernière. Je vous avais dit Cameroun. Ouais, aujourd'hui, le président pose un acte officiel. Il nomme Alice comme porte-parole. Et ça va suivre. L'obstacle que nous avons maintenant, c'est le maintien par la force au sommet de l'État, par des gens qui ne sont pas qualifiés pour ça. Atangandi sait qu'ils n'ont pas gagné l'élection. Ngongo sait qu'ils n'ont pas gagné l'élection. Chantal Biya sait que son mari a été battu à plat de couture. Mais
comme ils détiennent les moyens de l'État, des forces de sécurité qu'ils ont privatisées, ils ont transformé les forces armées nationales en garde prétorienne du dictateur. Puisque on a désarmé des soldats qui ne sont pas de l'aire géographique du dictateur. Ils ont des armes, mais ils n'ont pas de munitions. Et beaucoup, je vous avais lancé l'alerte avant les élections, qu'on avait au nord Cameroun des garçons qui avaient des armes, mais qui n'avaient pas de munitions, et qui allaient se cacher quand beaucoup Haram venaient. C'est comme si vous avez un chien qui vous garde dans votre maison, et la nuit, vous le gardez attaché. Il y a des bandits qui viennent, ils ne peuvent pas se défendre. Salut Grâce, tu es bienvenue. Donc les choses se décalent. Je vous dis, ne vous faites pas du mauvais sang. Si vous faites du mauvais sang, vous allez mourir avant de voir votre président. Vous allez avoir un AVC, un arrêt cardiaque. Vous faites du mauvais sang pour rien. On est sur la bonne voie. Nous avons vu ces gens négocier, demander des choses impensables. Oh, qu'est-ce qui va devenir ma maison? On ne va pas la brûler. Il faut laisser le bluff qu'ils font en public là. Gardez l'écoute. Allô? Ok, merci. Ouais, les amis, on m'a signalé quelque chose là, et ça va toujours dans le sens de ce que je vous disais. Pardon. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Quelqu'un d'autre dirait à la croisée des destins. Si nous laissons passer ce moment, les enfants qui viennent après nous, nous en voudrons terriblement. Parce que depuis que Biya est au pouvoir, c'est la première fois où nous sommes en position de le pousser en dehors du pouvoir. Vous me direz qu'il y a eu 92. Le contexte n'était pas le même. Ensuite, il y a eu 2011, il y a eu 2018. Mais là, nous tenons le bon bout. Il faut les tenir à la gorge jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, on va... Calmez-vous. Calmez-vous. Faites comme les anglophones. C'est pour ça que nous sommes allés vers les gars en Bazonie. Parce qu'ils savent travailler dans la discrétion. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Vous voyez, nos frères anglophones ont une culture de stratégie politique qui dépasse la nôtre. Parce que nous, les francophones, on aime le sensationnalisme, le m'as-tu vu. Oh, je vais faire ça, je vais tuer tel demain, je vais faire ceci. Et quand vous allez à 5 h du matin, il est en train de dormir. Donc, et puis, il faut arrêter les concurrences inutiles. Est-ce que vous avez vu les Ambaboués, comment ils travaillent? Et c'est pour ça que nous leur avons dit, venez frère, on travaille ensemble. Travaillons ensemble. Mutualisons les stratégies, montrez-nous. Donc, excellent, mon frère Marc Bolo. Et dit, que je salue, Marc Bolo dit, le fait de ne pas donner les munitions, c'est une erreur qui peut se retourner. Parce que dans toute stratégie, si vous maniez mal les choses, ça peut se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il y a toujours le pour et le contre. Mitterrand disait que toute chose comporte en elle-même les éléments de sa propre destruction. Imaginez les amis. So coming back from work and quickly join. Sarah Meshan, make sure you eat something. You just get back from work. Have a glass of water and a cup of tea if it's possible. Donc, imaginez un instant. C'est-à-dire, on va raisonner par l'absurde. Imaginez un instant que si on avait empêché Issa Chiroma Bakary de concourir, on n'en serait pas là. Mais ils ont écarté Kanto, mais ils n'ont pas compris qu'il y avait quelqu'un autrement plus dangereux. Parce que moi, si je conseille bien, qu'est-ce que j'allais lui dire? J'allais lui dire, bon écoute, pour ne pas nous fâcher avec nos amis de la communauté internationale, on va laisser Kanto concourir, on va montrer qu'il n'est rien du tout. Donc voilà ce qu'on fait, on le laisse, il est candidat. Avant même la proclamation des résultats, on va encercler sa maison, on dit qu'il va faire venir des armes.
Le fil est gros, mais ça passerait. Il est à Yaoundé, on le bloque sur place. Et maintenant, Chiroma n'est pas entre les mains. Et il se disait, Chiroma est du Nord. Leur calcul était lequel? Leur calcul consistait à dire, bon, Chiroma, c'est quelqu'un que nous avons éclaboussé avec l'huile de sardine. Donc il n'a pas de crédibilité. Donc, on le laisse être candidat. Puisque les Kantos sont en train de s'habiller en boubou avec les Kabalibi pour aller glaner les voix au nord, même si Kanto n'est plus candidat, mais il a de l'influence là-bas, son premier vice-président est un gars du Nord, donc il peut donner des ordres, même si nous l'avons écarté. Donc pour faire tout ça, on laisse Chiroma aller. Il aime le pouvoir, il aime les titres, il aime les honneurs. Les voix qu'il va glaner là-bas, dans l'entre-deux tours, on lui donne beaucoup d'argent. Et on récupère ces voix-là, mais il aura disséminé les voix. C'est dans cette logique qu'on laisse aller Boba Bello. Parce que Boba Bello a toujours été l'allié de Paul Biya. Je vous ai dit qu'au sein du régime Ahidjo, c'était l'infiltré de Paul Biya. Donc, on envoie Boba Bello pour deux raisons. La première raison, marquer Issa Chiroma à la culotte. Chez moi, dans la Damawa, son parti est majoritaire. Alors que lui, il est des Ganois. Donc, on s'est dit, bah, le peu de... Tu marques Issa Chiroma à la culotte, tu ne lui laisses pas le terrain vierge. Mais ils ont fait une erreur, ils ont fait deux erreurs. La première, c'est que, comme disait le président Gbagbo, quand tu envoies quelqu'un, il faut savoir l'envoyer. Ils font l'erreur. D'abord, les Camerounais, vous êtes très intelligents parce qu'à l'époque, je m'agaçais parce que vous disiez, mais où est la lettre de démission de Boba Bello? Vous étiez nombreux à m'agacer avec ça ici. Mais avec le recul, je vois que vous avez raison. J'avais négligé ce pan-là. Vous disiez, mais où est la lettre de démission de Boba Bello Magari? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il a démissionné? Ce n'est pas un espion, ce type. C'est ce que vous me disiez ici à l'époque. Donc, on n'a pas vu sa lettre de démission. Et puis, les membres, il n'était pas sur le gouvernement. L'UNDP n'est pas n'importe quel parti. Hein. C'est le parti d'opposition qui a le plus grand nombre d'élus au Parlement. Donc, à ce titre, il a des gens au gouvernement, notamment des gens comme Marie-Rose Thibon, qui fait partie des gens qui ont pris part au congrès constitutif de l'UNDP chez Tanko Hassan, pendant que Boba Bello était en exil au Nigeria. Donc, ces gens sont restés au gouvernement. Et vous vous êtes mis à demander, mais pourquoi est-ce que non seulement on n'a pas la lettre de démission de Boba Bello, mais s'il a démissionné, que font ses alliés au gouvernement? Vous qui n'êtes pas des spécialistes de sciences politiques, vous disiez ça. Et vous voyez juste. Vous voyez juste. Donc voilà l'erreur. Et puis très vite, Boba Bello est apparu comme un infiltré. Parce que vous criez ici, attends, vous disiez, mais pourquoi vous m'avez écrit, grand frère, pourquoi il n'y a pas d'alliance entre Boba Bello et Chiroma? Ce qui est logique, sur le plan de la l'éthique électorale. Je vous avais dit non. Boba Bello, vous ne le connaissez pas. C'est un traître. Il a trahi Ahidjo. Au sein du gouvernement Ahidjo, c'était lui l'infiltré de Paul Biya. C'est Paul Biya qui va l'imposer comme premier ministre quand il devient président. Parce que Ahidjo pensait à Saoudou Daoudo. Biya du non. Plutôt Boba Bello. Je vous rappelle que Boba Bello était secrétaire adjoint de la présidence sous Ahidjo. Il était secrétaire adjoint de la présidence et il dépendait de Samuel Eboa. Samuel Eboa ne s'entendait pas avec Paul Biya. Et c'est Boba Bello qui rapportait tout à Biya. Biya premier ministre. Biya a occupé, je crois qu'il était le troisième secrétaire général de la présidence. Après Christian Tobiko, qui a été le premier à occuper ce poste qu'il a culminé avec celui du directeur de cabinet civil. Après, je crois qu'on a eu Zaché Mongoso, et Paul Biya était la troisième personne à occuper ce poste, et il a eu aussi accumulé les deux fonctions. Donc il connaît le fonctionnement de la maison. Mais quand devenu premier ministre, il en a voulu à Samuel Eboa, parce que Samuel Eboa fait le travail du secrétaire général de la présidence. C'est le collaborateur le plus proche du chef de l'État. Le secrétaire général de la présidence, en fait, c'est le secrétaire du président. C'est tout ce qu'il est. Il n'est pas ministre. Mais on lui donne le titre de ministre parce qu'il est là, son rôle. Moi, je me base sur la nomenclature de l'Élysée. Le rôle du président, du secrétaire de la présidence, secrétaire général de la présidence, c'est de prendre les minutes du conseil des ministres. En français simple, il fait le compte rendu du conseil des ministres. Il prend les notes. Il fait le greffier du président. Mais il faut l'égaler au ministre parce qu'il ne peut pas venir là-bas faire la multirégie des conseils des ministres alors que lui, il est lui subordonné. Donc il faut l'égaler au ministre. C'est pour ça qu'il porte le titre de ministre secrétaire général, ministre d'État même.
Parce qu'il n'a pas de ministère. Mais le président de la République, c'est un ministre aussi. C'est-à-dire que si vous voulez regarder dans la nomenclature de la science politique stricte, le président, c'est aussi un ministre. Donc, le secrétaire général de la présidence, collaborateur direct du président, qu'il voit tous les jours, sauf s'il est disposé, il lui parle au moins au téléphone. Je vous parle de comment Aïdjo avait voulu ces choses-là. Il doit porter le titre de ministre, même s'il n'est pas ministre, pour être égalé aux autres ministres, parce que c'est lui qui prend les minutes du conseil des ministres. Mais c'est la même situation où s'est retrouvé Kamto, parce que Kamto n'a jamais voulu être ministre. Fauchivet le dit dans ses mémoires, parce que d'abord quand Kamto devient ministre, Fauchivet est déjà mort. Mais Fauchivet parle de Kamto comme d'un génie, lisez les révélations de Fauchivet. Et il dit que Kamto n'a jamais voulu être ministre. Et d'ailleurs, il ne le connaîtra pas ministre, parce que Fauchivet va mourir en 1997, avant que Kamto n'entre dans le gouvernement. Mais Kamto on lui a fait plusieurs propositions. Bon, Kamto, ce n'est pas quelqu'un de très causeux, voilà, mais on lui a fait des propositions d'être ministre. Mais il accepte d'aller à Bakassi parce que lui, il est négociateur. D'abord, il a négocié avant d'être ministre, mais il va accepter ce poste parce qu'on va lui dire ce qu'on appelle le parallélisme de forme. On dit voilà, vos interlocuteurs sont ministres. Donc, il faut qu'on vous égale à eux pour que vous ayez qualité de discuter avec eux. C'est comme ça qu'il accepte. Donc, je vous fais le parallèle avec le poste de secrétaire général de la présidence. Il porte le titre de ministre, mais en réalité, il n'en est pas un. Donc, Biya connaît cette pratique. Mais Samuel Eboua, dans ses mémoires, dit Biya prend ombrage parce que quand le Premier ministre envoie un rapport au président de la République, ça transite par le cabinet du secrétaire général de la présidence. Dans le langage administratif, on appelle ça chercher le visa. Le rapport est visé par le secrétaire général, qui lit avant le président, parce qu'il est là comme le filtre du président. Si ça lui convient, il fait évoluer le dossier vers le président. Il peut trancher sans que ça arrive au président. S'il voit que c'est mal rédigé, il renvoie la copie au Premier ministre pour plus de clarté, pour plus de visibilité. Donc, Biya est Premier ministre, le secrétaire général de la présidence lui renvoie ça, et il se sent français. Il en veut, alors que c'est un poste que lui a occupé, il connaît la maison. Et d'ailleurs, non, vous parlez d'autre chose, Gilbert Didier Mondio. Biya est ministre de la Défense, oui. Ça, c'est un abus de pouvoir. Mais je parle du classement. C'est-à-dire, vous prenez le président, il est aussi... Je vous fais le parallèle avec la religion. Vous avez le pape. Mais le pape, c'est l'évêque de Rome. Il est aussi l'évêque de Rome. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'explique, mais si c'est clair. Donc, le poste de Premier ministre, Aïdjo l'a créé ou l'a réinstauré pour Biya. Parce que dès lors qu'on a supprimé les primatures de part et d'autre, qu'est-ce que j'entends par primature? Lorsque les anglophones se joignent à nous en 61 et qu'on fait l'État fédéral, le fédéral, on a un drapeau avec 2 étoiles frappées sur la bande verte du drapeau. Donc on a des premiers ministres. Le Cameroun a jusqu'à 2 premiers ministres à la fois. On a un premier ministre chez les anglophones et on a un premier ministre chez les francophones. On a un président fédéral, Aïdjo, et on a un vice-président fédéral, un anglophone. Tour à tour, Django Foncha, Salomon Tandemi. Ça, c'est l'État fédéral. 1961, 1972. En 1972, intervient l'État unitaire. Suppression des primatures. Français simple, il n'y a plus de premier ministre de part et d'autre. On a un président plus fédéral, puisque le fédéralisme a fait place à l'État unitaire, mais on a un président national, président de la République unie du Cameroun. Et on a plus de vice-président, puisque le fédéralisme n'existe plus. La deuxième personnalité de l'État, c'est un anglophone, président de l'Assemblée nationale. Le poste de Premier ministre, pour faire bonne mesure, a disparu et chez les anglophones et chez les francophones. Emmanuel Moté, le pape est élu, ça c'est le pape, mais le pape est d'abord évêque de Rome. Questionnez Google, ils vont vous dire ça. C'est un ancien séminariste qui vous parle. Bon, ça au moins je connais. Donc, quand on dit l'évêque de Rome, c'est le pape. C'est le titre qu'il porte. On l'appelle aussi le chef, comment ils appellent ça? On l'appelle aussi le chef du collège épiscopal.
C'est l'autre nom du pape. Non, mais le pape, c'est l'évêque de Rome. Donc, il y a disparition, il y a suppression plutôt des primatures. Plus de premiers ministres chez les anglophones. Les anglophones qui étaient un État, mais ont été transformés en deux provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Première personnalité de l'État, c'est le chef de l'État, président de la République unie du Cameroun, secondé par le président de l'Assemblée nationale un anglophone. Et en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui en assure l'intérim. On reste comme ça jusqu'en 1975. Lorsqu'il y a un congrès, deuxième congrès ordinaire de l'UNC, je pense que c'est le congrès de la maîtrise, non plutôt la maturité, maîtrise Sabafoussa en 1980, on réinstaure le Premier ministre, modification constitutionnelle, chez le Premier ministre, pour tout le monde. Mais quand vous lisez Christian Tobikoa, ou alors Samuel Eboa, ce poste de Premier ministre est un doublon, c'est un poste inutile. Mais Ahidjo crée ça pour mettre le pied à l'étrier à Paul Biya. Il veut le préparer à des fonctions. Parce que le secrétaire général de la présidence fait déjà ce que le Premier ministre est censé faire. Donc c'est un doublon. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien que le poste de Premier ministre au Cameroun est inutile. Le secrétaire général de la présidence a plus de poids que lui. La même chose un peu en France, sauf que bon, en France, le Premier ministre est responsable devant le Parlement, mais dans les faits, même à l'Élysée, le secrétaire général a plus de poids que le Premier ministre. Mais là-bas, au moins, on met les formes. Parce qu'il peut engager son gouvernement, il fait une déclaration de politique générale, il peut être renversé à faveur du 49.3, après le 49.3. C'est pas avec le 49.3 qu'on le remplace, pas du tout. C'est lui qui passe en force avec ça, ce qu'on appelle système de vote groupé, mais on peut le renverser avec le 49.2. Mais au Cameroun, on n'a pas ces formes. Le Premier ministre ne sert strictement à rien. Depuis cette époque. Parce que le secrétaire général, après la suppression des primatures, est venu en force. Donc Biya connaît tout ça, ces mécanismes, parce que ce sont les fonctions qu'il a occupées. Mais Tshiroma aussi connaît bien le mécanisme. C'est pour ça que quand on lui propose des choses comme Premier ministre, même si c'était un poste important, par rigueur intellectuelle, ce n'est pas pour ça qu'il s'est présenté à vous. Donc il est déterminé, il est plus déterminé que jamais. D'abord, pour respecter fidèlement et à la lettre le mandat que vous lui avez confié, de défendre. C'est cette détermination qui nous donne à nous tous du carburant pour continuer. Et vous dire, ces gens ne sont pas des super-héros. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que il n'y a pas de citadelle inattaquable. Il n'y a que des forteresses mal attaquées. Car toute chose possède en elle-même les éléments de sa propre destruction. Donc je vous parlais de ça. Ils ont fait l'erreur de laisser Issa Tshiroma Bakary candidater en faisant une mauvaise lecture. Parce que pour eux, l'obstacle principal, l'épine, c'était Kamto. C'est Grégoire Ourona qui dit « Nous avons passé 7 ans à étudier Kamto et c'est Tshiroma qui est venu à l'examen. » Mais dans leur analyse que j'ai développée tout à l'heure, ils n'ont pas prévu l'équation que vous, qui n'êtes pas natif du Grand Nord, vous mobilisiez derrière Tshiroma. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas de Tshiroma qu'il s'agit. C'est ce que l'évêque Cléda a dit, le bon diable, la métaphore du bon diable. Vous avez compris de vous-même, parce que je voyais des gens qui appelaient, on ne peut pas voter Tshiroma, on ne peut pas faire ça. Vous avez réglé ça. Alors, on dit que le secrétaire d'État... J'avais quelque chose à vous montrer, et on va regarder ça très vite, les amis. On va jeter un coup d'œil. Je sais que vous l'avez déjà lu quelque part. Alors, Maître Aziz comme avocate au barreau du Cameroun. Alors, est-ce qu'on va partager ça et je vais lire ça avec vous. Je sais que vous l'avez déjà lu, mais bon, on le relit ensemble. Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun, défenseur des libertés fondamentales et figure éminente de la société civile, est nommé porte-parole officiel du président élu de la République du Cameroun. Article 2. À ce titre, elle est habilitée à s'exprimer au nom du président élu
à représenter ses positions dans les échanges institutionnels, diplomatiques et médiatiques, et à coordonner la communication de la présidence élue. Article 3. La présente nomination prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera portée à la connaissance des partenaires internationaux, les partenaires nationaux et internationaux par les canaux appropriés. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous montrer là? Voilà, c'est ce qu'il y avait. Donc, les amis, ça, ce n'est pas un acte d'un homme d'État, ça? Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui faisaient les spéculations. Alors, vous avez encore le truc ici, je vais le remettre. Vous pouvez faire des screenshots si vous n'avez pas. Hein. Alors voilà le même document ici, je l'agrandis. Voilà. Le président élu de la République. Objet décret de nomination. Portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence élue de la République. Le président élu de la République du Cameroun, vu la volonté souveraine du peuple camerounais exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vu la prise d'otage institutionnelle empêchant l'expression pleine et libre de cette souveraineté, considérant la nécessité d'une communication claire, légitime et responsable de la présidence élue auprès de l'opinion nationale et internationale. Alors les amis, quand on comprend le français, c'est clair. Il est en train de nous dire en français simple que lui, Issa Thioroma Bakary, a été élu par la volonté populaire. Mais cette volonté a trouvé un obstacle. Et cet obstacle est d'ordre militaire. Pour rentrer dans la plénitude des fonctions que vous avez bien voulu lui confier, il faut enlever l'obstacle. Et ça sera le travail des résistants, le travail des patriotes. Parce que qu'est-ce qui pose obstacle? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui constitue le frein à la manifestation ou alors à la réalisation de l'expression de vos suffrages? C'est la force illégitime, la force illégale. Souvenez-vous de Montesquieu. Il n'y a que la force pour arrêter la force. Il n'y a qu'une autre force plus grande pour arrêter la force. Et c'est ce que nous allons nous ingénier à faire. Vous savez comment on appelle ça? La légitime défense. Tout le monde a le droit de se défendre. Vous n'avez pas le droit d'aller agresser des gens, parce qu'en ce moment, vous êtes un agresseur, vous êtes un assaillant, mais vous avez le droit de vous défendre. C'est pour ça qu'on parle de légitime défense. Le droit à la vie est sacré. Tout le monde a le droit de protéger sa vie. Et pour le cas du Cameroun, c'est une question existentielle. Parce que si nous laissons faire cette forfaiture, le Cameroun va cesser d'exister comme pays civilisé. Parce qu'on a déjà touché le fond. Ils ont éliminé les lions indomptables du Cameroun. J'ai ouvert le champagne. Mes enfants m'ont dit, mais papa, tu n'es pas... J'ai dit, mais ces gens n'ont pas de niveau. C'est mieux que ça s'arrête ici que d'aller nous foutre la honte planétaire. Tout au Cameroun, c'est le faux. Il y a un entraîneur qu'on ne laisse pas faire son travail. Ici, au Royaume-Uni, nous avons l'équivalent de l'Africa Foot. Mais vous ne voyez pas le ministre s'est mêlé des questions qui dépendent de la fédération. Ici, au Royaume-Uni, on a aussi, on appelle ça le FA, Football Association. Mais un ministre ne se mêle pas de ça. Vous avez quelqu'un, Samuel Eto'o, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est un footballeur international qui a fait des choses. Donc il connaît quand même quelque chose dans le domaine du football. Donc, il peut recruter un entraîneur. Mais vous politisez tout. Parce que quand Eto'o est élu à l'Africa Foot, on sait qu'il était proche du président. On sait qu'il est proche de Paul Biya Junior, le fils du président. Donc les Ngongo montent une cabale contre lui. Parce qu'on lui prête des idées de politique. Je ne fais pas de commentaire, je constate, je vous restitue ce que nous observons. On s'est dit il va jouer de sa popularité pour avoir des prétentions présidentielles. Il a le droit, c'est un Camerounais.
Donc on va créer, on va ridiculiser le monde. Je ne suis pas un supporter de Samuel Eto'o, mais je suis Camerounais. Et j'entends ce qui s'est dit dans le monde. On s'est donné un spectacle. Et voilà les résultats. On est privé de Coupe du Monde. Parce qu'il y a des gens qui se mêlent de ces questions. Pourquoi est-ce qu'un ministre vient s'ingérer dans la sphère du ministre? Et c'est là où vous voyez que Paul Biya ne gouverne plus. Il ne contrôle plus rien. Il n'est pas au courant. Le ministre vient s'engouffrer dans quelque chose qui dépend du président de l'Africafoot. Parce que c'est une affaire de grands sous. Parce qu'au Cameroun, c'est une affaire de grands sous. Vous voyez le président gabonais, là, le grand danseur de rap, là, Olingi, là. Il était aide de camp d'Albert Bongo. Mais c'était un voleur d'enveloppe. Avant de devenir président, il avait 2 belles maisons aux États-Unis. Millions de dollars. Il les a achetées comment? Quand le président donne des prêts, vous savez, les opposants, on les achète au Gabon comme on les achète au Cameroun. Quand on donne une enveloppe, il prend sa part. Mais c'est le même système au Cameroun. Je vous ai expliqué l'autre fois les circonstances dans lesquelles la femme de Roger Mila a trouvé l'accident, a trouvé la mort, ou alors a fait l'accident qui l'a emporté. Appareil après. Le président de la République a informé que la femme de Mila souffre d'un cancer. Le président donne des instructions pour qu'on donne de l'argent à Mila. Quelqu'un de la présidence dit à Mila combien on t'a donné. Mila dit on m'a donné 5 millions. C'était Alain Mebengo, qui est directeur du cabinet civil. Et tu dis mais non, le président a demandé qu'on te donne 50 millions de francs CFA. Donc, Roger Mila ne peut pas aller dire au président est-ce que vous avez donné 50 millions? Moi j'étais au Cameroun en 2004, c'est mon dernier passage au Cameroun. J'ai fêté mon anniversaire, mes 40 ans ce jour-là où il était. Alors Mila, je le connais depuis Montpellier, on papote, et il me dit qu'il va à la présidence. Le président préparait un voyage pour l'Angleterre. Donc, on me rapporte. Des amis à moi me rapportent que Mila, le président le salue, et il est en train de parler avec d'autres gens, et Mila tourne autour du président. Le président lui dit, mais monsieur Mila, je vous ai déjà salué. Mila n'arrive pas à lui dire que monsieur le président, est-ce que vous m'avez donné 5 millions ou bien 50 millions? C'est manquer de tact, il ne peut pas faire ça. Donc, Abdoulaye Sy, est-ce que nous parlons de la même chose? Je vous parle du secrétaire général de la présidence et vous me parlez du porte-parole. Le porte-parole est un ministre sous tous les cieux. Nicolas Sarkozy a été ministre de... comment on va dire ça? Ministre de la communication, porte-parole. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi que vous répondez, mais le secrétaire, je parlais du secrétaire général de la présidence. Voilà. En France, il ne porte pas le titre de ministre. Je vous ai dit qu'au Cameroun, il porte le titre de ministre parce que sa fonction originelle, c'est de faire le greffier du conseil des ministres. C'est-à-dire, il prend les notes. On appelle ça prendre les minutes. C'est lui qui fait le secrétariat. Il rend compte qu'on a dit ceci en conseil des ministres, voilà ce que tel ministre a dit, voilà ce que celui-ci a dit, etc. Mais le président Aïdjo a dit il faut l'égaler au ministre. C'était ça mon propos. Je ne parlais pas des porte-parole du gouvernement. Le secrétaire général de la présidence n'est pas le porte-parole du gouvernement. Et encore que, il y a une nuance entre le ministre de la communication et le porte-parole. Vous avez des systèmes où le ministre de la communication peut aussi être porte-parole, mais être ministre de la communication ne fait pas systématiquement de vous le porte-parole. Parce que ce sont des fonctions distinctes. Donc, Mila va vérifier. C'est comme ça qu'ils vont faire l'accident, parce qu'ils veulent aller en Vomica vérifier. Donc, au Cameroun, quand ils vous donnent de l'argent, on coupe en deux. Je vous ai dit ici l'autre jour, les hommes politiques qu'on a jetés à la Vendite en disant celui-là a touché 1 milliard, celui-là a touché 1 milliard. Je vous ai dit, ils n'ont pas touché le milliard. La présidence ordonne qu'on leur donne à chacun 1 milliard. Ngongo prend 500 millions, c'est-à-dire il coupe déjà la somme en deux et il donne à Tangandji, va lui donner. À Tangandji aussi s'est dit, mais ce connard, je ne vais pas lui donner 500 millions. Il coupe en deux, il retient 250 millions. Il te donne 250 millions, mais à une condition. Tu dois signer, au Cameroun ils appellent ça émarger, tu dois émarger que tu as reçu 1 milliard. Alors que tu n'as que reçu 250 millions. Mais comme disent mes compatriotes, est-ce que tu avais l'autre avant? Quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million de sa vie, on lui donne 250 millions. Il est aux anges. Donc, il signe des bêtises. Le système est pourri.
Même dans les familles. Vous envoyez l'argent à une cousine d'aller donner à votre maman, vous envoyez 600 000, et votre maman vous dit « Ah, merci pour les 150 000 francs que tu m'as envoyés. » Le pays est pourri. Voilà le système. Il y a rien que vous puissiez faire là-bas sans la corruption. La corruption qui a gangréné la société de fond en comble. Oui, excellent. Osmos S2, il dit exactement comme le régime de Mobutu. Oui, parce que c'est Mobutu, je vous ai souvent dit, c'est qui avait dit à Biya, parce que Biya lui a dit, grand frère, comment est-ce que j'ai dû au pouvoir? Mobutu lui a dit, il faut identifier les gens qui sont cupides. Parce que Paul Biya, il adore les gens qui sont cupides. Quand vous aimez l'argent, il vous prend. C'est avec ça qui vous tient. C'est avec l'argent. Il a dit, Mobutu lui a dit, écoute, il faut identifier les gens qui sont cupides. Un. De deux, il faut les diviser avec l'argent. Si tu arrives dans une famille, il y a des sœurs, tu les sors toutes. Et tu fais que leur père sache. Tu veux nommer quelqu'un ministre, voilà comment tu l'humilies. Tu filmes. Si tu ne le fais pas toi-même, tu demandes aux militaires de faire ça. On filme. Tu favorises la corruption. Le critère n'est pas la méritocratie. Ceux qui ont les faux diplômes, tu les encourages. Tu les prends avec les faux diplômes. Ce sont tes otages. Le jour qui commence à se remuer, on sort l'affaire des faux diplômes. Tu vas mourir au pouvoir. Mobutu même a été victime de ça parce que les aéros étaient très forts. Mobutu dit, allez voir le gouverneur de la banque du Zaïre, j'ai besoin d'1 million de dollars. Il va voir le gouverneur, il lui dit, le président a demandé 5 millions de dollars. Le gouverneur en sort 10. Le gouverneur sort 10 millions de dollars. Il dit que le président a pris 10 millions de dollars. Qui va aller demander au président? Donc, il sort 10 millions de dollars. Lui, il retient 5 millions. Il remet au ministre les 5 millions de dollars qu'il lui a demandé. Le ministre, dans les 5 millions de dollars, retire 1 million de dollars qu'il remet au président. Parce que c'est ce que le président lui a demandé. Donc, le président a 1 million de dollars. Mais on en a sorti 10 pour l'occasion. C'est comme ça que le Zaïre s'est effondré. On demande à un ministre d'aller négocier le Fonds monétaire international. 2-3 milliards de dollars. Cet argent n'arrive pas au Zaïre. Il dit, monsieur le président, je vous en ai mis 2 milliards dans tel compte. L'autre, je vous ai acheté tel. C'est comme ça. En 1973, j'avais 9 ans. Et on disait de Kinshasa, Kinlabel. C'était la ville la plus propre du monde. Un Français qui allait s'installer au Zaïre. $1 zaïrois valait $2 américains. Un Zaïre. Parce que Mobutu, pour revenir à l'authenticité, quand il prend le pouvoir, Kinshasa s'appelle Léopoldville. Les Belges avaient laissé le nom partout. Et il dit authenticité, on va rebaptiser les villes zaïroises en Lingala. Le pays s'appelle le Congo, sur le fleuve. Mais il y a un cours qu'on appelle Nzélé. C'est la déformation des Nzélé qui va donner Zaïre. Et donc, on a les 3 Z. Le pays, Zaïre, la monnaie, le Zaïre. Voilà. Donc, et le Congo, bien sûr. Il y avait en Belgique des sociétés, parce qu'ils ont hérité des choses de colons. Les colons ne sont pas partis. C'est pour ça qu'ils ont comploté pour qu'on se débarrasse des partis de Lumumba, parce que Lumumba était soupçonné et accusé de sympathie communiste. On s'est dit, bon, ce n'est pas bien pour la tranquillité des affaires. Donc Mobutu arrivé au pouvoir avec l'aide de la CIA, on s'est dit, voilà, c'est notre homme à nous. Donc les magasins belges étaient là-bas, les sociétés belges, tout. Mais dans sa folie de nationalisation, zaïrénisation, il disait, on a chassé tous les patrons d'entreprises belges, les sociétés, et on a remis ça aux amis, aux copains de Mobutu. Tout le monde était PDG. Parce qu'un PDG avait plus d'argent qu'un ministre. À Bruxelles, j'habitais chez une tata zaïroise qui me disait, toi, quand tu vas finir tes études, tu ne seras plus qu'un ministre, tu seras un PDG. Alors moi, venant du Cameroun, un PDG, c'est rien du tout. Les Congolais, les Zaïrois m'ont dit, non, hein, PDG chez nous, mais le type, il a des flottes d'avions. C'est-à-dire qu'ils ont hérité des compagnies des Belges qu'on a chassés. Alors,
les gars, ils ont foutu la pagaille et en moins d'une année, l'économie était par terre. Mobutu a demandé aux Belges de revenir, mais certains étaient du courageux. Donc, il conseille à Biya de faire quelque chose pareil. Il ne faut pas permettre qu'il y ait des routes qui partent de l'intérieur pour Yaoundé. Ou alors pour son village. Il lui dit, mais écoute, si tu fais l'assainissement et qu'on puisse te joindre partant de Garoua, partant de tous ces endroits, le jour où les gars ne sont plus contents de toi, ils viennent t'enlever. Mon ami, le commissaire Léopold Ebele, il nous a raconté une anecdote assez révélatrice. Il parle du ministre Justin Dion, un ami à Biya qui est décédé, qui est ministre des Finances. Il monte à la gare pendant un jour, il fait le grue devant la porte du président. Il lui dit, voilà, j'ai trouvé des Japonais qui peuvent relier toutes les capitales des provinces, à notre époque on disait provinces, vous dites régions, entre elles. Biya dit, d'accord, j'ai compris. Il prend le dossier, il met dans le tiroir. Un autre jour, le ministre revient à la charge. Biya lui dit, mais monsieur le ministre, vous voulez que ces gens-là, exactement ce que Mobutu lui avait dit, il applique ça à la lettre. On laisse pourrir le pays. Quand tu veux t'amuser, tu vas à l'étranger. Comme Mobutu, il allait passer 3-4 mois. Biya, il fait pareil. Quand tu veux t'amuser, tu vas à l'étranger. Qu'est-ce que tu as foutu avec les Camerounais? Et Mobutu lui dit, voilà, dans ma politique étrangère, l'as de cœur, c'est les États-Unis. Il ne faut pas t'abuser avec ça. Ils peuvent t'enlever. Il ne faut jamais les Français, tu leur donnes un peu. Bon, les Belges, il faut ménager la susceptibilité, c'est des gens susceptibles. Les Chinois, ils aiment l'argent, il faut faire des affaires avec eux. Ils ne se mêlent pas de politique, ils te laissent tranquille. La Belgique, c'est un petit pays, mais il faut leur donner le sentiment qu'ils existent. Avec les Suisses, fais des investissements à long terme. Parce qu'ils savent que quand tu n'es plus là, ils vont tout prendre. Ils disent, regarde-moi, j'ai fait déplacer une route qui venait vers la maison. Donc toi, tu fais des choses pareilles, en leur donnant l'impression que, voilà, tu leur laisses des choses. C'est comme ça quand Jean-Yann Biya meurt, parce que Jean-Yann avait acheté une clinique à Baden-Baden, où le président voulait faire des revendications. C'est Baden-Baden, c'est maintenant, du côté de la Al-Azhar. Il leur a dit, mais Paul, tu revendiques quoi? Laisse-le ça. Ça va te faire des amitiés. Quand tu touches les élections, là, au lieu qu'on commence à voter, ils vont se rappeler que tu es leur ami. Et il lui dit, mais le peuple camerounais, le peuple camerounais va te faire quoi? Le peuple camerounais, ils peuvent te sauvegarder le pouvoir. Ceux-là, quand ils se fâchent, ils se mettent en groupe, tu es fini. Donc voilà son logiciel. Mais les gens disent, oui, il n'a pas renouvelé les accords. Mais les gens ne disent pas. Je vous ai fait écouter son interview ici l'autre. Il parlait des choses à renouvellement. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Dupont-Cueté qui me dit, je ne suis pas d'accord quant au innocent Biya dans les affaires de son régime. Biya, c'est un monstre froid. Mais est-ce que vous m'avez entendu l'innocenté? Je vous dresse le rapport. Là, je suis un commentateur. Je constate des choses. Je ne dénonce pas. J'ai dit qu'il est conscient de ce qu'il fait. Écoutez-moi, je ne sais pas dans quelle langue je vais vous parler, mais je n'innocente pas. Je vous donne les fondamentaux. Parce que c'est chaque dictateur a quelqu'un de qui il s'inspire. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, échange informel, sur la situation au Sénégal. Et il me dit, oui, lorsque c'est un idiot. J'ai dit, non, en politique, tu ne donnes pas les colibés. Quand ils ont pris le pouvoir, Sonko et Diomaye, je vous avais dit, si j'ai commis une tribune pour dire que ça va mal finir, parce que le pouvoir ne se partage pas. Il ne se prête pas. On ne cogère pas le pouvoir. C'est pour ça que même quand il y a la cohabitation, ça finit mal. La politique ne supporte pas le bicéphalisme. C'est-à-dire que deux têtes d'exécutif, la dualité ou le dualisme. Il faut toujours repartir aux fondamentaux de la politique pour comprendre. Et rappelez-vous toujours ce que disait Clausewitz. La politique, ou alors, oui, la politique, le prolongement de la guerre par d'autres moyens. Ou alors la guerre, prolongement de la politique par d'autres moyens. On est en guerre. Le pouvoir ne se prête pas. Il ne se partage pas. Vous avez vu Sonko arriver avec du romantisme et Diomaye. Mais ce n'est pas ça la politique. Et je vous avais dit que ça va se gâter. Ce n'est pas parce que l'un est mauvais et l'autre est gentil, non.
On ne peut pas avoir deux crocodiles dans un mamario. On a des précédents historiques. En Union soviétique, quand Lénine est mort, on avait Léon Trotsky, très populaire, un peu comme Sonko au Sénégal, pratique. Et puis il y avait Staline, qui était originaire de la Géorgie, caucasien. Un tueur froid. Il a commencé des complots, des intrigues. Trotsky allait en exil, il a envoyé qu'on allait le tuer là-bas. Quand il va mourir, on va constater qu'il a fait plus de 25 millions de morts dans les goulags. Mais au début, c'est Trotsky qui était populaire. Vous prenez un autre cas plus près de nous, De Gaulle, Pompidou. De Gaulle, c'est l'homme de l'appel du 18 juin 1940. C'est l'homme qui libère la France. Pompidou, c'est qui? Il a une agrégée, c'était un agrégé en lettres, professeur à Marseille. Ensuite, il va être fondé de pouvoir dans la banque des Rothschild. Il n'a pas de fait d'armes en ce qui concerne la libération de la France. Ces faits d'armes, c'est le fait d'avoir été le compagnon de De Gaulle. De Gaulle en fait son premier ministre. Il y a la crise de mai 68. De Gaulle fait une fugue à Baden-Baden. On a fermé la Sorbonne. Vous avez entendu parler des événements de mai 68. Mais Pompidou, c'était un universitaire. Un universitaire ne ferme pas l'université. Il arrive à convaincre le général et au nom de la Sorbonne. Il demande qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Alors qu'il y a moins de 3 ans, les gaullistes avaient obtenu la majorité absolue lors des élections. De Gaulle est un peu... il boude un peu, mais il finit par laisser faire. On dissout l'Assemblée nationale, on fait des élections, et les gaullistes ont une majorité absolue. Pompidou, à l'époque, c'est pas un homme politique. Il va le devenir sur le tard. Donc, il veut partir, De Gaulle le retient, et à un moment, De Gaulle décide de s'en séparer. Au moment où Pompidou voulait rester. Et il le remplace avec son pire ennemi, qui était précédemment ministre des Affaires étrangères, Maurice Cueve de Murion, ennemi de Pompidou. Et il y a eu l'affaire Markovic. Ça va aggraver les choses. Les deux ils vont jamais se parler. De Gaulle démissionne à la faveur du référendum sur la réforme du Sénat. Pompidou est candidat, il est élu. Mais quand De Gaulle meurt, et que Focard appelle Madame De Gaulle pour dire nous sommes en route pour colomber les deux églises, on est avec Jacques Chaban-Delmas et Georges Pompidou et moi-même. Elle ferme la bière. Se cueille. Elle ne veut pas que Pompidou voie son mari. Pourtant, ils ont bien commencé, mais le pouvoir les a divisés. Jacques Chirac est dans la gueule. Chirac fait le grand chelem, il remporte tous les arrondissements de Paris, mais il ne veut pas repartir. Il ne veut pas repartir. Je prends la question, il y a quelqu'un qui me pose une question intéressante au sujet des mecs, mais je vais revenir dessus. J'ai retenu la question. Je vais en parler. Donc, on a le cas de Chirac et des baladures. Chirac dit, parce que Chirac a été une première fois Premier ministre en 1976, nommé par Giscard en 1974, il démissionne en 1976. Mais il devient Premier ministre de la toute première cohabitation, 86-88, parce qu'il a remporté les élections législatives. Mais il en garde un mauvais souvenir. Il ne veut pas repartir à Matignon lors de la deuxième cohabitation, 93-95. Mais il fait une mauvaise lecture. Parce qu'en 95, Mitterrand ne sera pas candidat. Oui, il n'y a pas de limitation de mandat. Mais Mitterrand est atteint d'un cancer en phase terminale. Le Parti socialiste est laminé, atteint par le PRO. D'ailleurs, Pierre Belcovar va se suicider entre les deux. Donc, Chirac fait une mauvaise lecture. Mais Alain Juppé, Charles Pasqua, Philippe Séguin, Jacques Toubon, Jean-Louis Desvalles, ils prennent Chirac de côté. On dit, monsieur, si vous lui donnez la clé de Matignon à Balladur, il sera impossible de l'attraper et puis de le critiquer. Et quelqu'un qui sait, parce que le père politique, le père spirituel de Jacques Chirac en politique, c'est Georges Pompidou. C'est au cabinet de Pompidou que Chirac fait la connaissance de Balladur. On va même dire que Chirac et Balladur ne sont pas des gaullistes d'obédience stricte, ce sont des pompidoliens. Donc, l'autre lui dit, rappelle-toi ce que disait Pompidou. Pompidou disait, la trahison est consubstantielle au pouvoir et à la politique. Quand vous nommez quelqu'un Premier ministre,
Dès l'instant où il franchit le seuil des Matignon, la seconde après, il commence à penser à l'Élysée. C'est ça la nature du pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé. Chirac et Balladur sont devenus des ennemis mortels, parce que Balladur, malgré ses engagements, il est candidat contre Chirac. On a le cas Ahidjo Biya. Ahidjo dit, je laisse le pouvoir à Biya, parce qu'il est politiquement le plus vierge. Mais il y a un sous-entendu. Mais il va le dire, c'est le subconscient qui va parler. Quand il y a des problèmes et qu'il est contaminé par contumace par Biya, il apparaît, il dit à la presse, je le savais faible, mais j'ignorais qu'il était aussi fou, mais hypocrite. Traduction. Biya Ahidjo percevait Biya comme quelqu'un de faible qui ne s'intéressait pas à la politique. Et Biya a laissé dire, c'est ce qu'on appelle faire l'âne pour brouter le foin. C'est ça. Donc, me dit la trahison est une mentalité française et c'est ce qu'elle a inculqué à son précaré. Non. Qu'elle ait inculqué des choses à son précaré, oui. Mais ne dites pas ça. Parce que étudier les questions politiques en dehors de... Prenez Angela Merkel et Edmund Kohl, par exemple. Ou ici, en Royaume-Uni, prenez Margaret Thatcher et Edward Heath. C'est ça la nature de la politique. Ou alors je vous renvoie très loin. Allez à la Rome antique. Rappelez-vous, Julio César, poignardé de 41 coups de couteau, le 42e coup va lui être appliqué par son fils adoptif. Il va se retourner. C'est vrai que le deuxième coup lui a été fatal. Il n'avait pas besoin du 42e coup. Mais quand tu le vois, il lui dit en latin, tu coquais mes filles, tu coquais mes filles, toi aussi mon fils. C'est César, lorsqu'on l'a poignardé au Sénat. Lisez les tragédies romaines. Vous allez voir que quand on dit politique, quand on dit pouvoir, la trahison n'est pas loin. Ce n'est pas propre à l'Afrique, même pas à l'Afrique francophone. Remontez, repartez dans les histoires américaines. Je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien c'est hier, c'est hier, aujourd'hui, je vous ai parlé de Simon de Montfort-l'Amaury, le Français qui a inspiré la création du Parlement ici. Il y avait le Magna Carta. Il avait épousé la sœur du roi John en 1215. Éléonore, une divorcée. Il attaque le roi l'ancêtre, on l'a dépecé en morceaux. Il disait Henri VIII, lisait l'affaire des Canossa. Le pape, je crois que c'est le pape Grégoire, qui dit à l'autre, Henri IV, tu viens chez moi pour qu'on règle ça. Henri IV dit, je ne viens pas. C'est là où vient l'expression aller à Canossa. À un moment, il va aller là-bas pour faire meilleur que pas. Le pape va le laisser poireauter d'ailleurs quelques jours. C'est pour ça que quand vous faites la gueule, après vous finissez par vous rendre, on dit que vous êtes allé à Canossa. Non, la trahison, étudier les histoires politiques d'Espagne, de la Grèce, ce n'est pas seulement français. Et d'ailleurs, si vous prenez les histoires des bagarres entre Gaulois et barbares, vous prenez les histoires entre nazis ou fascistes, la France n'a rien à voir là-dedans. Je vous signale que la plupart des mentors politiques arrivés en France sont venus d'Italie. Le cardinal Mazarin, l'homme qui a secoué la politique française. Mazarin, je vous rappelle aussi que Machiavel n'était pas français. Parce que Machiavel, c'est quelqu'un. Son nom est devenu un qualificatif du sédisme. Mais le pauvre, c'est son nom. Nicolas Machiavel. Niccolo Machiavelli. C'était un conseiller du prince de Florence. Donc, son livre, qui est passé à la postérité comme un chef-d'œuvre de sciences politiques modernes, à l'origine, c'est une lettre. C'est un tout petit bouquin. Fascicule. Ce sont des conseils. Il s'adresse au prince. Vaudrait-il mieux être aimé que d'être craint? Voilà les questions qu'il lui pose. Mais si vous lisez le précepte des bravières, le bravière des politiciens de Mazarin, vous croyez lire Machiavel, mais il était italien aussi. C'est un des livres préférés de Biya. C'est un précepte. Simule, dissimule, fais semblant, apprends tout de tout le monde, qu'on ne sache rien de toi, ne dis jamais du mal ou du bien de quelqu'un en public, etc. Voilà les livres des chevaliers de Biya, ce ne sont pas les Français. Oui, Jacques Sally, vous citez Talleyrand. C'est Talleyrand qui disait qu'en politique, la trahison est une question de temps. Il n'a même pas dit en politique, il a dit la trahison n'est qu'une question de date. Parce que lui, il avait servi tous les régimes. Il avait servi la monarchie, il avait servi le consulat, il était appelé révolutionnaire,
Ensuite, il était avec Napoléon. Et c'est Napoléon, un jour, qui est excédé, qui a vraiment fait des coups contre lui. Napoléon va lui dire, vous êtes un traître, vous êtes un lâche et un voleur. Vous êtes un tas de merde dans un bain de soie. Et ce à quoi Talleyrand avait répondu, quel dommage qu'un si grand homme soit aussi si mal élevé. Et vous parlez de trahison. La trahison n'est plus question de date. Explication, on vous dit, tous les hommes sont vendables et achetables. Chaque homme a un prix. Il suffit de le déterminer. Il y a des hommes qu'on n'achète pas par l'argent. On leur fait miroiter des principes. Mais tout homme est achetable et vendable. Il suffit d'en déterminer le même prix. C'est là vient la formule selon laquelle les moutons marchent ensemble, mais ils ne coûtent pas le même prix. Ben oui, les Italiens étaient des maîtres. Mais à l'époque, Mussolini, c'est beaucoup plus tard. C'est notre ère. Mussolini, il n'y a pas 100 ans qu'il est mort. Mais l'Italie, c'était pas l'Italie comme nous la connaissons, c'était une juxtaposition des empires. Par exemple, quand Machiavel écrit cet essai, Le Prince, il s'adresse au prince de Florence. Florence qui était un royaume, indépendamment de l'Italie, etc. C'était des empires, après, bon. Alors, l'autre, mais pas de question, les amis, mais c'était pour vous dire que le président a posé son premier acte officiel avec la nomination du porte-parole, et que les jours qui viennent, il va esquisser son programme, il va en dérouler certains pans, mais l'ultimatum est passé, et nous sommes en situation de résistance, nous sommes en situation de légitime défense, les amis. Voilà à peu près ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Inch'Allah, comme on dit à Marseille, si Dieu nous donne